Mesdames et messieurs, savez-vous quelles sont les chances de devenir médecin d'une jeune fille issue de milieux défavorisés de l'immigration turque et née dans les années 70? Il n'y a pas de statistiques précises à ce sujet et pourtant elles sont infimes. Et je ne vous demande même pas quelles sont les chances d'une jeune femme mariée, 2 enfants, à 22 ans, d'accéder et de réussir des études supérieures. Cette petite fille, c'est moi. Et aujourd'hui, je vais vous parler un peu de moi pour vous transmettre en toute humilité comment transformer, métamorphoser notre demain. Lorsque vous êtes une petite fille, on ne vous demande pas votre avis, on décide pour vous. Moi, mes parents voulaient que je sois une bonne mère de famille avec des talents de couturière, au mieux maîtresse d'école pour que je puisse adapter ma vie professionnelle à ma vie de famille. Au lycée, lorsque j'ose dire que je veux devenir médecin, le proviseur du lycée me dira « c'est une utopie, il faut que tu choisisses un objectif beaucoup plus réaliste quand même ». Et forcément, ça me fait penser à Golem. Golem est un personnage de la mythologie juive, façonné en argile, inachevé, qui n'a pas de libre arbitre et dont le seul but est de servir son créateur. Alors cette petite fille devait devenir un golem et les choses se déroulent tout à fait autrement. Jusqu'en CE2, j'étais une très mauvaise élève, parmi les dernières de la classe. Par contre, j'adorais lire, et tout particulièrement le Club des 5. Et un soir, d'une traite, je lis le Club des 5 et l'Île au trésor. Impatiente, le lendemain, je cours à l'école pour demander un autre livre à la maîtresse. Et là, le choc total. La maîtresse s'emporte et elle me dit « Franchement, tu es une vraie menteuse, tu n'as pas honte ? Il est impossible que tu aies lu ce livre en une soirée. Donc maintenant, tu vas te mettre devant la classe et tu vas me raconter ce livre que tu as soi-disant lu. » Et je le raconte. Et je regarde la maîtresse en même temps. Je vois son visage changer. Elle rougit, elle est gênée. Et pourtant, elle se transforme à ce moment-là en Pygmalion. À partir de ce moment-là, elle me stimule, elle croit en moi. Mes notes remontent et je fais partie des premières de classe. Une fois que vous êtes une bonne élève, on vous montre en élève modèle. Et jusqu'à la fin du lycée, les profs croient en moi et me stimulent. La fac de médecine, c'est une autre affaire. Et à ce moment-là, mon mari et mon Pygmalion, et nous avons maintenant 2 magnifiques Pygmalions. Alors, qui est Pygmalion ? Pygmalion, lui, c'est un sculpteur chypriote de la mythologie grecque qui, déçu des femmes de son époque, va sculpter la femme parfaite, la femme idéale dont il rêve. Il en tombe éperdument amoureux et prie pour qu'elle devienne réelle, pour que Galatée devienne réelle. Aphrodite finira par exaucer son vœu et elle prendra vie. C'est ce qu'on appelle la prophétie autoréalisatrice, qu'on appelle également dans les études actuelles l'effet Rosenthal pour ceux qui veulent aller plus loin. Maintenant, si vous êtes d'accord, nous allons faire un exercice tous ensemble et je vous demande, là maintenant, de ne surtout pas penser à un ours blanc. Est-ce que vous l'avez vu, cet ours blanc? Levez la main. Je suis rassurée, la majorité l'a vu. C'est normal, je vous rassure. Le cerveau ne reconnaît pas la négation. Donc quand vous lui dites « ne pensez pas à un ours blanc », le cerveau retient « pensez ours blanc ». C'est ce qu'on appelle l'effet ours blanc. Maintenant, imaginez en face de vous une personne qui pleure, qui souffre et qui va mal. Et vous lui dites « ne t'inquiète pas, c'est pas grave, ça va passer, franchement, t'as pas de cancer quand même. Hein ». Son cerveau renvoie à une expérience inquiétante, grave et de cancer. C'est ce qu'on appelle l'effet nocebo dans les études actuelles. Et il est préférable de lui dire « écoute, sois rassuré, je suis là pour toi, je te tiens la main et ça va aller de mieux en mieux ».
Prenez juste quelques secondes pour ressentir cette différence entre « ne t'inquiète pas, c'est pas grave », avec le langage corporel qui est grave, et « sois rassuré, je suis là pour toi, ça va aller mieux ». Vous voyez cette différence? En médecine, il y a un principe qui s'appelle primum non nocere, premièrement, ne pas nuire. En tant que médecin urgentiste, lorsque je gère une urgence vitale, la première étape, c'est d'équilibrer les paramètres vitaux du patient, la tension, la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène, etc. L'équilibre émotionnel est important et pourtant on a tendance à l'oublier, voire la négliger. Et là, tout de suite, je pense à Alain. Alain, 62 ans, présente une douleur thoracique et ne veut surtout pas venir à l'hôpital et encore moins aux urgences. Ça se comprend, hein? Et il a des facteurs de risque cardiovasculaires, de la tension, du diabète, un papa qui a fait un problème cardiaque. Son épouse, inquiète, appelle le centre 15 malgré lui et mon bip sonne et mon équipe du SAMU, avec mon équipe du SAMU, nous allons à son domicile. Le diagnostic tombe, c'est un infarctus du myocarde, une crise cardiaque. Et à ce moment-là, Alain s'emporte, s'énerve, il refuse de monter dans l'ambulance. Alors son filtre, je pourrais lui dire, écoutez monsieur, arrêtez de déconner, franchement, la situation est très grave, vous risquez de mourir. Est-ce que vous vous rendez compte là maintenant que vous risquez de mourir? Et maintenant, comportez-vous en adulte, arrêtez de faire votre gamin, parce que moi, j'ai pas le temps, j'ai des patients qui m'attendent aux urgences. Alors imaginez que c'est quand même une tentative de solution qui aggrave le problème, malgré mes bonnes intentions. Et il vaut mieux lui dire, écoutez monsieur, c'est normal ce que vous ressentez là tout de suite, et je vous comprends. Et là, maintenant, tout de suite, il est vraiment important que vous m'écoutiez. Je vous rassure, on va vous emmener directement en cardiologie pour soigner le plus rapidement possible votre cœur. Faites-nous confiance, je vous tiens la main. Ça change tout. Sur le trajet, je vais lui proposer de l'hypnose médicale. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, mesdames et messieurs, c'est que les techniques dont je vous parle, elles sont issues de l'hypnose médicale, qui n'est rien d'autre que de la communication excellente. Un patient, même dans un contexte d'urgence vitale, est capable de se connecter à cette partie-là de son cerveau qui code la douleur et le stress, d'en diminuer l'activité et moi, en tant que médecin, de faire moins de doses de morphine, voire d'en pas en faire du tout, avec son lot d'effets indésirables. Lorsqu'une personne est envahie de manière décuplée, démesurée par les émotions, cette partie-là de notre cerveau, le cortex préfrontal, cette partie qui réfléchit et qui prend des décisions, se déconnecte. Et on peut tous devenir déraisonnables. Et pour y faire face, il est important de valider, reconnaître l'émotion, pas l'opinion. Alain refuse de venir, je ne suis pas d'accord. Par contre, je suis OK avec le fait qu'il est anxieux et qu'il est inquiet. Irène, elle, attend aux urgences depuis plus de 10 heures. Elle accompagne sa maman qui présente une altération de l'état général et forcément, elle est inquiète. Lorsque j'arrive, elle s'énerve. Elle va me dire, écoutez, docteur, c'est une honte. Ma mère, là, ça fait des heures et des heures qu'elle est sur un brancard, tout le monde s'en fout, elle peut crever. Et vous, là, je vous vois passer 10 000 fois et vous ne vous occupez pas d'elle, franchement. Alors évidemment, je peux lui dire, écoutez madame, je ne suis pas votre punching ball, arrêtez de vous énerver sur moi, hein, j'y peux rien, je fais avec ce qu'on a, hein, c'est comme ça. Si vous n'êtes pas content, il y a d'autres hôpitaux. Et d'ailleurs, pourquoi vous n'êtes pas parti voir votre généraliste d'abord, hein? Je pourrais, mais je préfère pas. Et je préfère lui dire, écoutez madame, je vois que vous êtes inquiète et je l'entends. C'est normal et légitime de votre part. C'est normal de s'inquiéter pour sa maman qui reste sur un brancard pendant plus de 10 heures. Et je ne sais pas d'ailleurs comment vous avez fait pour tenir le coup et patienter autant d'heures. Parce que moi, franchement, je pense que je serais partie. Hein. Et des fois, on me dit, non mais docteur, vous vous moquez de moi là. Et je leur dis, non, je suis sincère. Je suis vraiment très sincère. Et d'ailleurs, vous avez dit tout à l'heure que vous vouliez faire un courrier à la direction. Franchement, écrivez-le, soutenez-nous. Parce que ce n'est pas simple tous les jours. Maintenant, j'ai besoin de votre aide. Aidez-moi à examiner votre maman, à la mettre assise, à la déshabiller, pour qu'on accélère les soins, pour qu'on s'occupe d'elle le plus vite possible, parce que l'infirmière, elle ne viendra pas tout de suite. Et puis, je
pense à mon fils, NS, qui est là parmi nous ce soir. Petit, il se blessait très régulièrement comme tous les enfants, et puis un jour, il vient en pleurant en disant « Maman, je me suis fait mal au genou, ça saigne ». Et comme toute maman qui se respecte, je lui dis « Non mais écoute chérie, arrête de pleurer et de faire ton bébé, c'est pas grave, ça va passer ». Tentative de solution qui ne marche pas, hein, je vous confirme. Et lorsque je lui dis ça, il me dit « Non mais maman, tu vois pas que ça saigne, c'est grave ». Et la solution, c'est de s'asseoir à côté de lui et de lui dire « Écoute chérie, waouh, tu as raison, mais ça saigne vraiment. Et je ne sais pas comment tu as fait pour être aussi courageux. » L'astuce, c'est de lui mettre un pansement qui est plus grand, plus gros, 10 fois plus grand que son bobo. Une manière de reconnaître, voire sur-reconnaître son émotion. Parce qu'il finira par me dire « Écoute maman, tu ne crois pas que tu as abusé un petit peu là, hein, quand même ?» La plainte diminue et elle s'arrête. Agir sur ce qui dépend de nous, pas des autres. Attendre des autres, c'est se condamner à être malheureux. Le système de soins, c'est un combat collectif des soignants et surtout des soignés, car vous êtes bien plus nombreux que nous. Ma relation avec l'autre, mon interaction avec l'autre, elle dépend de moi. Faire des petits changements qui, mis bout à bout, vont induire des grands changements. Et les études scientifiques le prouvent. Il faut former 25% des équipes pour qu'elles contaminent positivement le reste du personnel, pour qu'on puisse observer des changements significatifs dans les comportements. Alors imaginez l'impact si on forme une personne sur 4 sur votre cocon familial, sur votre entourage, votre entreprise, le monde entier. Pour conclure, je vous suggère de retenir en toute humilité ces 3 conseils pour demain. 1. S'adresser à l'autre avec une terminologie positive pour diminuer, voire annuler l'effet nocebo. J'ai mis 1 an à changer ma façon de parler. 2. Reconnaître, voire sur-reconnaître l'émotion de l'autre pour que la plainte diminue, voire s'arrête. 3. Agir sur ce qui dépend de nous, pas des autres, pour induire petit à petit des grands changements. Alors je vous demande, est-ce que demain sera un monde de golems ou de pygmalions? Et je vous demande plus précisément à chacun d'entre vous, est-ce que demain vous ferez le choix d'être un golem ou un pygmalion? Et j'en suis convaincue que chacun d'entre vous, dans votre domaine et dans votre vie en général, vous êtes tous des urgentistes. Merci. La pandémie a été une période terrible pour nous tous. Vous nous avez applaudis, chéris, choyés, nourris même. Vous avez cru en nous, vous nous avez soutenus. Nous en avons été profondément émus. J'en ai eu les larmes aux yeux. Et je vous remercie du fond du cœur. Et aujourd'hui, maintenant, c'est à mon tour de vous applaudir pour que demain, ça continue.